commence, on y va. Donc, on va faire un petit récap avant l'examen en CEJM sur les questions qui retombent le plus fréquemment. Donc, en droit, en économie, en management. Donc, on va commencer par le mana. Donc, j'ai fait un petit récap sur les questions qui retombent le plus souvent. Donc déjà, comment on structure la réponse? Si par exemple, on demande quels sont, question qui tombe souvent, quels sont les 4 styles de management? Ou alors, admettons, on va dire Monsieur X, chef d'entreprise, écoute peu ses salariés, tranche, fait peu confiance, délègue peu. Quel est le style de management de Monsieur X? Comment on structure sa réponse? Alors, est-ce qu'on va répondre directement Monsieur X a un style autoritaire? Donc d'abord, on définit les 4 styles. On cite le cours, toujours. Donc là, en l'occurrence, les 4 styles de management, on les répète. On va faire dans l'ordre. Autoritaire. C'est quoi autoritaire? Quelqu'un qui est tranchant. Oui. Qui donne des directives. Qui donne des directives. Ouais. Est-ce qu'il délègue? Non, il ne délègue pas. Il délègue pas. Et tout est basé sur la sanction. Oui. Ça, c'est autoritaire. Patron un peu à l'ancienne, management un peu à l'ancienne. Donc on va définir les 4 styles. Autoritaire, paternaliste, là c'est plutôt alternance, sanction, récompense. Il récompense. Voilà. L'autoritaire, il fait que de sanctionner. Le paternaliste, il alterne sanction, récompense. Mais est-ce qu'il délègue? Non. Peu. Il délègue peu, il fait peu confiance. Et après, on arrive à un style un petit peu plus moderne, consultatif. Il consulte, mais il prend la décision. Voilà. Donc la différence entre consultatif et participatif. Consultatif, je consulte, Et je décide seul. mais je tranche, voilà, je décide. Alors que participatif, le manager est là pour donner le problème et c'est au salarié de résoudre. Ok, donc Monsieur X qui délègue peu, qui fait peu confiance, qui tranche tout seul dans son bureau. Donc on ne va pas répondre directement Monsieur X a un style autoritaire. On cite le cours, donc il existe 4 styles de management, on les définit. Ensuite, on répond. Donc là, en l'occurrence, Monsieur X a un style autoritaire. Et ensuite, on donne au moins 2 arguments qui s'appuient sur le document. Donc là, comment on justifie le fait qu'il soit autoritaire? C'est qu'il délègue peu et il sanctionne. Et du coup, il délègue. Ben voilà. Donc on a nos 2 arguments. On montre, dans le document, on va chercher ce qui montre qu'il délègue peu et tout est basé sur la sanction. Donc 4 styles de management. Si on peut citer Likert, l'auteur, psychologue américain du XXe siècle, c'est encore mieux. Je vous l'ai mis sur le mémo, ça montre au correcteur qu'on connaît son cours et qu'on a de la ressource. D'accord? Ensuite, question encore qui retombe très souvent, les 5 modes de coordination. Donc il y en a 5 à connaître par cœur. Comment on coordonne les tâches? Soit il y a le ultra classique supervision directe, par exemple Oui, McDo, ajustement mutuel. voilà, Ouais, ajustement mutuel, c'est ça. ajustement mutuel. Et ensuite, il y a standardisation. Standardisation des résultats, des procédés ou des qualifications. Supervision directe, c'est ultra classique. Comme chez McDo, il y a le manager qui est là, il supervise. Il dit, toi tu vas aux frites, toi tu vas à la caisse. Il y a un général en chef qui coordonne tout le monde. Ajustement mutuel, c'est plus sur du participatif, où les gens entre eux vont s'ajuster mutuellement. Tiens, toi tu peux faire ça, moi je m'occupe de ça. Les gens se débrouillent un peu plus entre eux. D'accord? Et ensuite, il y a l'ajustement. J'ai parlé déjà de l'ajustement mutuel, mais il y a standardisation des résultats, des procédés ou des qualifications. Alors, des résultats, c'est par exemple le commercial. On lui dit, tu dois faire 3 ventes par mois. Et tu te débrouilles comme tu veux, mais tu dois faire 3 ventes par mois. C'est le résultat, la finalité qui compte. La finalité qui compte. D'accord? Des qualifications, c'est, si vous voulez, des salariés qui sont tellement qualifiés qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être managés. C'est un médecin, un avocat,
on est sur du poste très qualifié. Un chercheur, il ne va pas être managé comme un poste de base, en bas de la hiérarchie. D'accord ? Et enfin, standardisation des procédés, c'est par exemple Nestlé. C'est l'usine. Il faut que ce soit toujours de la même façon. Alors, si on prend McDo, par exemple, il y a quoi comme mode de coordination ? Supervision directe, il y a le manager qui gère. C'est le résultat aussi. Et les résultats. Non. Résultat, pas vraiment, parce que ça voudrait dire qu'il y a un résultat à atteindre, ils se débrouillent comme ils veulent. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est supervision directe, oui. Et Ajustement mutuel un peu entre eux. Standardisation des procédés. Et standardisation des procédés, parce que le Big Mac, il faut qu'il soit toujours fait de la même façon. De la même façon. Après, autre point très important, les stratégies. Donc, les stratégies, il y en a 6. Il y en a 6 à connaître. Donc, il y a ce qu'on appelle les stratégies de domaine ou les stratégies globales. Donc, de domaine, il y a différenciation ou domination par les coûts. Différenciation, je me différencie par la qualité. Donc, je peux être plus cher, mais de meilleure qualité. C'est Lacoste, c'est Mercedes, c'est Cartier, c'est Chanel. On n'achète pas pour le prix, c'est le luxe. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'achète, je sais pas moi, une Mercedes, je l'achète pas parce qu'elle est pas chère. Je l'achète parce qu'il y a de la qualité derrière, il y a une image de marque. Une Rolex, on va pas dire, bah tiens, je vais acheter une Rolex parce que c'est pas cher. On l'achète parce qu'il y a une renommée, parce qu'il y a une image de marque, parce qu'il y a des savoir-faire, etc. D'accord ? Au contraire, domination par les coûts, l'autre stratégie possible. Là, j'achète pas parce que c'est de la bonne qualité, j'achète parce que c'est pas cher. C'est par exemple Action, c'est Aldi, c'est Primark. Donc là, j'achète pas pour l'immense qualité du produit, je l'achète pour son prix qui est pas cher. Maintenant, les deux stratégies ont des avantages et des inconvénients. Et ça, vous devez être capable d'expliquer quels sont les avantages et inconvénients de ces deux stratégies possibles. En différenciation, quel est le risque si, par exemple, je suis Apple, je suis 2-3 fois plus cher qu'un PC lambda. Bon. Pour justifier mon prix 2-3 fois plus cher, il faut que je sois 2-3 fois meilleur. Et si demain je perds mon avantage compétitif sur la qualité, je disparais. Donc il faut que j'ai une qualité suffisante et remarquée du client pour pouvoir justifier d'être plus cher. D'accord ? Par contre, l'avantage, c'est quoi quand je suis en différenciation, quand je suis sur du haut de gamme ? C'est que je m'adresse effectivement à une clientèle plus restreinte, qui est moins sujet aux problèmes de pouvoir d'achat, et j'ai des marges plus grandes. Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que je perds mon avantage compétitif, qui fait que on m'achète parce que je suis mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je reste tout le temps le meilleur pour pouvoir justifier d'être plus cher que les autres. Reste au top. Voilà, rester au top. Domination par les coûts. L'avantage, c'est quoi ? Quel est l'avantage quand je suis... Donc, Par rapport à la quantité, je vends beaucoup, non? Voilà, je m'adresse à un public plus large, et la qualité elle est mauvaise, non? mais le problème, c'est que, par exemple, regardez Tati, pourquoi ils ont disparu ? Parce qu'après, c'est la guerre des prix. C'est que, comme les gens m'achètent parce que je suis pas cher, si demain, un concurrent propose encore moins cher que moi, je disparais. C'est ce qui s'est passé pour Tati, ou Action, Jiffy, ont réussi à proposer encore moins cher et encore mieux. C'est ça le risque de choisir cette stratégie. Après, on a la stratégie de spécialisation vs diversification. Soit je peux décider de faire un métier, un domaine. C'est par exemple, voilà, je suis boulanger, je veux faire que du pain. Bon. Ben, il y a un moment, je peux me dire, bah oui, mais en ce moment, on vend moins de baguettes, donc je peux peut-être me diversifier. Me diversifier en faisant, par exemple, du chocolat, pâtissier. D'accord ? Je pense à Bouygues, qui, par exemple, à la base, est une entreprise d'immobilier et qui, aujourd'hui, a été vers la téléphonie mobile. Ça, c'est une diversification réussie.
Mais le risque, c'est d'aller vers des métiers que je ne maîtrise pas. On a eu des exemples. On a eu par exemple les parfums Bic, Bic qui à la base faisait des stylos puis des briquets. Ils ont proposé des parfums à 7 € vendus dans les marchands de tabac en forme de briquet. Il n'y a pas le choix, il y a mauvais choix de prix, mauvais choix de distributeur et de format. Et c'est un flop total. En diversification ratée qui sont restées dans l'histoire, on a aussi les pizzas Colgate. Ah oui, moi, vous avez déjà parlé de ça. Voilà. C'est Colgate, je suis désolé, on n'achète pas une pizza Colgate. C'est un flop. Donc il faut faire attention vers quoi je me diversifie. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que le client va suivre? Donc il y a des diversifications réussies, SFR, on a Bouygues, et des diversifications complètement ratées, comme Bic qui a voulu faire du parfum, par exemple. Donc il faut faire attention parce que me diversifier, l'avantage, c'est que je peux être sur plusieurs marchés, mais je peux aller vers des métiers que je ne maîtrise pas, ou alors où le client ne me suit pas. D'accord? Et enfin, dernière stratégie, externalisation vs intégration. On pense à extérieur ou intérieur. Externalisation, je fais appel à l'extérieur, au sous-traitant. Je fais sous-traiter. C'est-à-dire que je peux me concentrer sur mon métier de base et sous-traiter. Je peux sous-traiter le ménage, je peux faire sous-traiter la machine à café, je peux faire sous-traiter tout un tas de tâches pour pas avoir à faire moi-même. Bon. Ça, c'est l'avantage. C'est plus flexible et je n'ai pas à gérer. Je peux me concentrer sur mon métier de base. Mais attention à l'inconvénient. Je pense par exemple à Peugeot qui a voulu faire sous-traiter ses moteurs. Son sous-traitant a fait faillite. Donc ils se retrouvaient avec des voitures sans moteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté l'entreprise qui fabriquait les moteurs pour eux. Donc ils ont fait le contraire, ça intégrer. Quand j'intègre, intégration, c'est intégrer le sous-traitant, réintégrer la production en interne. Ce qui me permet de maîtriser. D'accord? Donc l'externalisation, c'est plus flexible, mais l'inconvénient, c'est que je peux perdre le contrôle de la production. Contrairement à l'intégration, où j'intègre dans l'entreprise, et ça me permet de maîtriser ce que je fais, dans tout le processus. D'accord? Après, petit brief en droit sur un sujet capital, la responsabilité civile. Donc, petit rappel, la responsabilité civile, c'est quoi? Quand je cause un dommage à autrui, je répare. Je tombe, je répare. Je vous blesse, je répare. Je vous cause un dommage moral, je répare. Alors si par exemple, il y avait un exemple d'un étudiant en chimie qui avait fait une expérience chez lui, le plancher a explosé, la mamie s'est retrouvée avec 2 côtes cassées, son chat mort et l'appartement ravagé. Bon, là on a clairement 3 dommages. Dommage corporel, puisque la mamie elle s'est retrouvée avec 2 côtes cassées. Dommage moral, le chat qui est mort. Puis dommage matériel, l'appartement ravagé. Bon. Et forcément, ça engage la responsabilité civile de celui qui a fait cette expérience chimique, et qui va devoir réparer en argent, dédommager la personne à qui il a causé un dommage. D'accord? Alors maintenant, malgré tout, il y a des cas d'exonération. Il y a des cas où ce n'est pas de ma faute. Il y a par exemple le cas de force majeure. Si vous voulez, il y avait l'exemple de Franprix où il y a un client qui a glissé sur une peau de banane, qui a glissé et qui a blessé quelqu'un. Bon. En l'occurrence, la responsabilité du magasin est engagée, pas la responsabilité du client qui a blessé la personne. Alors, cas de force majeure, c'est quoi? C'est, par exemple, dans le cadre d'un contrat, vous êtes engagé à livrer, je ne sais pas, vous êtes une société immobilière, vous vous êtes engagé à livrer la maison à telle date. Bon, et vous ne la livrez pas. Vous causez un dommage à quelqu'un. À cause de vous, à cause de votre retard, la personne ne pourra pas intégrer les lieux, donc vous lui causez un dommage. En principe, vous pouvez demander réparation du fait que votre maison n'est pas livrée en temps et en heure. Mais si ce retard de livraison, de travaux,
est due, par exemple, je ne sais pas moi, au premier confinement Covid, est-ce que c'est la faute de l'entreprise si elle livre la maison en retard? Non. Donc c'est ça qu'on appelle un cas de force majeure. Cas de force majeure, c'est quelque chose d'irrésistible, de non prévisible. D'accord? Idem, un autre exemple, Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Un autre exemple, un hôtel, en principe, est responsable de vos biens si vous faites voler quelque chose dans votre chambre, ou des dommages qu'il pourrait y avoir sur vos affaires. Mais si, par exemple, il y a un tsunami qui ravage l'hôtel, est-ce que l'hôtel est responsable? Non. Non, parce que là, on est sur un cas de force majeure qui exonère la responsabilité de l'hôtel. Parce que le tsunami, évidemment, c'est imprévisible et c'est plus du ressort de l'hôtel. Donc c'est ça le cas de force majeure. D'accord? Après, il y a l'exonération du fait d'un tiers. Du fait d'un tiers, ça veut dire quoi? Par exemple, je glisse sur quelqu'un, cette autre personne glisse et blesse l'autre personne. Bon, qui est responsable? La première personne. La première personne. Donc c'est-à-dire que la deuxième est exonérée du fait d'un tiers. C'est-à-dire que c'est à cause de la tierce personne que... D'accord. Ou par exemple, vous devez faire une livraison. Vous faites une livraison en retard parce que vous êtes fait agresser sur le chemin. Est-ce que vous êtes responsable Non. de ce retard? Non, c'est pas prévisible. Le responsable, c'est la tierce personne. C'est l'agresseur. C'est à cause de l'agresseur que la livraison a été en retard. Enfin, a pris du retard, pardon. Donc ça, c'est un tiers, du coup. Voilà. Enfin, c'est un. C'est exonération du fait d'un tiers. Et enfin, le dernier cas d'exonération, c'est du fait de la victime. Alors, du fait de la victime, ça veut dire quoi? Vous voyez, par exemple, des fois, vous avez des gens qui, au lieu de faire le tour pour prendre le RER, passent directement sur les rails. Bon, s'il leur arrive quelque chose, est-ce qu'ils peuvent remettre en cause la RATP ou la SNCF? Non, c'est leur faute. Non, c'est la victime elle-même qui a provoqué son propre dommage. Exonération du fait de la victime, c'est la victime qui s'est mise elle-même en danger. C'est par exemple aussi, j'ai en mémoire, quelqu'un qui était monté sur le RER, sur le toit du RER pour impressionner ses potes. Il fait une petite danse et puis il a touché le fil électrique, il est mort. Bon. Est-ce que la famille peut remettre en cause la SNCF? Non. Idem, vous êtes dans un hôtel, je sais pas moi, vous penchez dangereusement sur le balcon, vous tombez. Est-ce qu'on peut remettre en cause l'hôtel? Non. C'était à vous de pas vous pencher dangereusement, etc. D'accord? Donc c'est ça du fait de la victime. Enfin, dernière chose à savoir pour la responsabilité civile, il faut retenir qu'on est responsable non seulement de soi, mais des personnes dont on a la garde. C'est qui? C'est par exemple ses enfants. Si votre enfant blesse quelqu'un, c'est pas lui qui va réparer, c'est vous. Hein? Enfin, c'est les parents ou les tuteurs. On est responsable aussi de ses salariés. Si le salarié blesse quelqu'un pendant son service, c'est, je sais pas moi, un commercial qui blesserait un client avec sa voiture ou quoi, bon, c'est pas le salarié qui va réparer, c'est l'employeur, l'entreprise. D'accord? Donc on est responsable non seulement de soi, des personnes dont on a la garde, et de ces choses. Par exemple, vous mettez un pot de fleurs sur la fenêtre, le pot de fleurs tombe en pleine nuit sur quelqu'un, ce n'est pas le pot de fleurs qui va réparer, hein, c'est évidemment vous. Donc vous êtes responsable de vous, des personnes dont vous avez la garde et de vos choses. D'accord? Pour l'économie, donc un chapitre important, la redistribution. Donc la redistribution, c'est en quelque sorte comment on partage, comment on redistribue l'argent, par un système de solidarité. Hein, c'est-à-dire qu'on paye des impôts pour les redistribuer. On paye des impôts, des cotisations, pour les redistribuer, sous forme d'assurance, de services publics, de retraite, de santé, etc. D'accord? Il y a deux logiques. La logique d'assistance. Donc assistance, je cotise pour pouvoir y avoir droit. C'est la retraite, c'est la santé, c'est le chômage. Donc l'assurance, il faut que j'ai cotisé pour pouvoir toucher. Donc c'est la retraite, c'est la santé, c'est le chômage. Alors que l'assistance, ce sont en quelque sorte les uns qui payent pour les autres.
hein. C'est-à-dire que chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc plus j'ai des revenus élevés, hein, on rappelle qu'il y a les revenus du travail et les revenus du capital. Hein, les revenus du travail, c'est le salaire. Les revenus du capital, c'est les revenus que je peux toucher en dividendes sur des actions, sur des parts que j'ai achetées en entreprise. Ça peut être un investissement locatif qui me rapporte des loyers. Hein, donc, et puis après, il y a ce qu'on appelle les revenus secondaires. Ça, ce sont les revenus de l'État, tout ce qui est allocation. D'accord ? Il y a des inégalités, évidemment, entre ce qu'on appelle le décile 1 et le décile 9. Hein. Donc, décile 1, ce sont les 10% de Français les moins bien payés. Et les déciles 9, ce sont les 10% de Français les mieux payés. Il y a un écart de 1 à 16 en écart de salaire. D'accord ? Plus je vais avoir un gros salaire, plus, évidemment, je vais payer d'impôts. Hein. Et ces impôts vont être redistribués plus modestes sous deux formes, allocation et service public. Parce que le service public, c'est une forme de redistribution. Le fait qu'en France, on ait accès à l'école gratuite, aux hôpitaux, aux médiathèques, à tous les services publics, hein, c'est une forme de redistribution. D'accord ? Donc plus je gagne, plus je paye d'impôts, et c'est redistribué aux plus modestes. Bon. L'écart du décile 1 au décile 9 va de 1 à 16, avant redistribution. Après redistribution, il est plus que de 1 à 6. D'accord ? Donc il a été presque divisé par 3. Les parties prenantes sont toutes les parties, comme son nom l'indique, prenantes de l'entreprise, donc liées à l'entreprise. Interne. Alors interne, externe, ça Externe. peut être les clients, c'est les actionnaires, les fournisseurs, les dirigeants. Et ils ont... ONG aussi. Voilà, et ils peuvent avoir des intérêts contradictoires parce que si, par exemple, mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des produits toujours moins chers et mieux. De l'autre, les actionnaires, ils veulent plus de dividendes, les dirigeants, plus de rémunération, les salariés, plus de rémunération aussi. Et après, le rôle, c'est d'arbitrer quelque part ce gâteau à partager. Comment j'arbitre entre les salariés qui veulent des salaires plus hauts et les actionnaires qui veulent des dividendes, forcément. Donc chacun défend ses intérêts, et ces intérêts peuvent être contradictoires. Il faut arbitrer face à tous ces intérêts.